Alors, bonjour, hello, buongiorno. Nous sommes très contents de vous accueillir et de vous retrouver pour ce webinaire dédié à l'enseignement spécialisé ou plutôt à l'enseignement extraordinaire. Je fais un petit clin d'œil à l'enseignante qui m'a donné cette superbe idée. Nous tenons chaleureusement à remercier Sabrina et Annick de la CELSIP pour nous avoir aidés à trouver certains de nos intervenants aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous ne venons pas du domaine du spécialisé, mais c'est avec beaucoup d'humilité que nous vous proposons ces webinaires et nous faisons appel justement à des professionnels du terrain qui vont aujourd'hui vous exposer le travail qu'ils font. Exactement, Sophia. Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants. Nous aurons tout d'abord l'intervention d'Antonio Cardona, qui est éducateur à Homme chez nous et qui nous montrera des activités avec des adolescents qui sont en difficulté scolaire, avec des troubles du comportement. En deuxième partie, nous aurons Alessandro Norfo de la Fondation ASPI en Italie, qui nous montrera un projet de robotique éducative et d'inclusion. Cette petite présentation, ça sera en anglais, mais vous pouvez quand même vous poser les questions, même en français. Moi, je vais traduire en italien, en anglais s'il faut, donc pas de soucis. En troisième partie, nous aurons Romain Roduit, qui nous montrera des exemples de robotique éducative avec des enfants à haut potentiel intellectuel. Et finalement, Céline Dupré, enseignante spécialisée à la Fondation de Verdeil, nous montrera des activités avec des enfants et ados de 11 à 14 ans avec une déficience intellectuelle. Nous remercions d'avance tous nos intervenants et nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir. À la fin des 4 interventions, en fait, nous aurons comme d'habitude le moment questions-réponses. Moi, personnellement, je vais collecter toutes les questions que vous avez. Vous pouvez écrire dans les chats. Et à la fin du webinaire, moi, je vais regrouper toutes les questions et on va poser directement aux intervenants ces questions que vous avez. Donc, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous prie surtout d'éteindre vos caméras et vos micros pour un meilleur webinaire. Exactement. Donc, comme vous le savez, ce webinaire sera enregistré et rediffusé dans nos réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'éteindre vos micros. Alors, Antonio, est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Ok, Antonio. Alors, la parole est à toi. Voilà. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content déjà de venir écouter ce qui va être dit avec les personnes voilà, que je vois. Pour moi, c'est vraiment très intéressant aujourd'hui parce que ça faisait plusieurs mois on m'avait prêté un timion et je me suis dit, ah, comment on peut travailler avec les enfants qu'on a ici. Pardon. Pas de souci, ça c'est les joies du live donc, et du home office aussi. Vas-y Antonio, pas de souci. Ok, et puis ça faisait donc quelques mois que j'avais reçu un timion et je vous fais une préambule. Moi, je travaille avec des adolescents, donc actuellement de 13 et 15 ans. C'est des enfants qui ont coupé un peu les liens avec l'école. Donc ça, c'est une forte coupure. Donc très difficile de rentrer en lien avec eux. Donc, on se rend compte que c'est des enfants qu'ils sont trouvés une manière de trouver eux-mêmes d'autres alternatives, mais ils ne veulent pas rentrer en matière avec l'école ou avec les enseignants. Tout ce qui est l'image de l'enseignant, c'est très compliqué pour eux. Donc ça, c'est la première chose qu'on se rend compte. Ils viennent, ils ne veulent pas continuer avec cette manière de faire qu'on a. Et puis, ils sont à la recherche de quelque chose. Souvent, pendant des années, on prenait énormément de temps pour comprendre cette manière de faire. Et en fait, c'est des enfants qui sont à la recherche, mais ils veulent le faire eux-mêmes. Ils ne veulent pas avoir cette image de l'enseignant ou de la personne qui sait et qui transmet. Et nous, on essayait beaucoup de choses et on se rendait compte qu'à chaque fois, on ratait. Et là où on ratait, c'était parce qu'on on prenait l'information et on la donnait et on disait aux enfants, il faut faire ça, ça et ça. Et ça, ils savaient la difficulté. C'est des enfants qui, en fait, leur problématique, c'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent casser avec une relation avec ce qu'ils ont vécu et tout ça, mais ils veulent découvrir, ils veulent aller vivre leur monde d'une autre manière. Et donc,
Là, les outils, c'est très important. Et depuis déjà quelques années, on essaye aussi de quels outils pour accompagner ces jeunes-là, quels outils où on peut donner l'outil à l'enfant lui-même, il peut faire sans qu'il se sente qu'on est en train de l'observer, sans qu'il se sente qu'on est en train on dirait le mesurer. Hein. Et là, l'enfant, ça, ils prennent facilement. C'est pour ça que le timio, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et typique, la première fois que je fais, j'avais déjà donc cette manière de dire, voilà, comment je vais présenter Timio. Parce que moi, je savais que si je donne à Timio, je lui donne la feuille pour remplir, voilà, il faut faire ça, ça et ça. C'est des enfants qui vont me dire, ah bah, c'est Timio et la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur rouge, il va faire ça, ça et ça. Et tout de suite, il va nous mettre ça de côté. Avec le peu que j'ai vu sur Internet, ça m'a donné très, très vite de décider. Et vous allez voir la vidéo que des enfants qui ont des difficultés, même motrices, avec de ces robots-là, ils s'intéressent à nous partager des choses de leur monde et ils s'intéressent à nous le faire montrer d'une autre manière totalement différente grâce à la robotique. Donc, je mets d'abord la vidéo et après, si vous avez des questions. Voilà. En gros, j'ai fait un Timio de l'espace avec un bras qui permet d'aller chercher des matériaux sur des planètes externes ou comme ça au système solaire. Et il a des réacteurs au cas où, avec des choses qui bougent, quoi. Le bras se range avec l'antenne pour capter les ondes de la Terre. Ensuite, on a le bras qui vient récupérer les matériaux qui ont été pris par le robot. C'est-à-dire, si j'arrive, voilà, il vient là et là, il va récupérer les matériaux. Comme ça va aller à l'intérieur. Bon, c'est imaginaire, mais je ne l'ai pas fait. À l'intérieur où normalement il y aurait des cuves, des choses comme ça qui permettent d'analyser ces matériaux. Et puis après, on a le réacteur central qui permet de le faire avancer. Et puis voilà, c'est fini. Merci. En gros. Vous l'avez bien entendu? Oui, c'était nickel, Antonio. On a bien entendu. Voilà, donc c'est un travail pour nous excellent parce que pour nous, hein, je vois ce que vous voyez, mais c'est un enfant qui a des difficultés à partager, à passer des temps avec nous, à nous partager ses expériences, à dire ce qu'il ressent, à nous montrer. À chaque fois, c'est des enfants qui cachent, qui ne veulent pas montrer. Là, c'est un enfant qui il commence à son imaginaire, à laisser pousser son imaginaire, à laisser y aller. Et grâce, c'est des outils qu'on peut utiliser autrement. Et c'est ça que j'ai appris avec ces outils. Donc voilà, c'est ça que je disais. Est-ce que je souhaite partager ça? J'ai demandé déjà à l'enfant et il était très intéressé de savoir que sa vidéo, elle allait être partagée. Et c'est surtout parce qu'il savait qu'il y avait des choses qu'il avait partagées avec nous. Et puis, c'est un sort de, une autre manière de partager sans se sentir, comment on dit, mesuré. Voilà, comme j'ai dit avant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio. C'est très intéressant de voir justement cet élève qui a des problèmes de motricité, de comment il verbalise et il utilise l'imagination. Merci pour ce partage. Et puis, du coup, on va passer à la présentation. Donc, c'est 10 petites minutes en anglais. So, are you ready, Alessandro? Yes, I'm ready. Great. Hello, everyone. So I start sharing my screen as soon as you give me the... Antonio, il faut que tu arrêtes ton partage d'écran. Comme ça, il y a Alessandro qui pourra partager son écran. Super.
Okay. So, hello everyone, I am Alessandro Norfo. I am a psychologist, a software developer, and a STEM educator. I work for ASPI Foundation. ASPI Foundation was born 40 years ago as an IBM project to enhance computer science skills in blind people, with the purpose of helping them to find a work a work position in that field as a computer scientist. And it had great success at the time. Now, ASPI Foundation works in a wider range of fields, everywhere to find solutions where technology can help people with disabilities in many ways. For example, enhancing elderly care, training work disability managers, or designing education activities with a specific focus on developing a culture of inclusion in the students. In education, for example, ASPI designs learning situations where students, so all of them, not only students with disabilities, but the whole classroom, the students are prompted to creatively use technology in order to help people with disabilities. So they have to creatively think on how what they have, the technology they have, can be used, programmed, combined, and so on to help a specific person with some impairment. So we really focus on creative learning and the so-called design for all. So stimulating students to think about how technology can help people with disabilities, and in doing so, learning how new technologies work. And the images you are seeing are images from an old activity in which we prompt the students with a challenge. So help this person who, for example, is blind and needs to avoid obstacles, or needs to read the thermometer for measuring the body temperature, and so on. In our activities, we make use of educational robotic kits and visual programming languages, like most of all MIT Scratch language. And the key is the interaction between the computer and the robot with its sensors and actuators, because it allows, for example, to convert the information of a proximity sensor in a sound, or to react to the perception of a word with a motor movement. That way, a blind person could be noticed of a nearby obstacle, or for example, a deaf person could be awakened by a vibrating alarm. Then we loved the Themio since we met it for its great flexibility, and we were planning to use it in our activities. Then we worked on combining the Themio potential with another activity we were working on, and it was an activity about artificial intelligence. Specifically, we built visual programming blocks that allowed simple interaction with AI functions to creatively build projects in which groups of students could design their own virtual characters and give them life, programming them like chatbots so that they could understand sentences and spoken intents and answer accordingly. Also, using text-to-speech and speech recognition features, so they could listen and speak and reason. And in our experiments, we used the IBM Watson services.
And so by combining both Themio instruction blocks, I built a simple extension for the Snap language. It's like a brother of the Scratch language to control the Themio with those visual instruction blocks. You can see them in this image in Italian, but these blocks are saying things like add an example of a sentence to the class, for example, greetings. So I can add hello, I can add have a nice day and goodbye to the class greetings. And so I can train my program to recognize these intents. So every time he recognizes a greeting, he can be programmed to answer accordingly. So by combining both the Themio instruction blocks, around the motor, right, the sensors and so on, with these AI blocks, it allowed the Themio to embody the design character. So it was not no more only virtual, but it could be physically decorated to look like the character, and it could react to sentences with movements, colors, sounds, so to make actions, or to simulate the expression of emotions, and could react to the stimulation of his physical sensors with spoken words. Okay, now I will show you a little video, just as a sample of what I am saying. Sono il Themio. Sono il Themio. So here we are programming the robot with the Snap language. That is a custom Scratch-like blocks. In this screen, we are training our artificial intelligence engine. Avanti. So we train him to recognize some word like forward, turn left, turn right, and then we are saying commands to the Themio, and the Themio is moving as an answer. We decorated our Themio like a dog, but inside the head, behind the face of the dog, there is a Bluetooth speaker. So the Themio could also simulate to be speaking, but it's the computer audio that is going out from the Bluetooth speaker. Fermati. Ferma. Gira a destra. Just turn right. And Gira a sinistra. Turn left. Alt. Alt. Fermati. Oggi sei stato molto bravo. I told him he was a good boy, and he reacted with a kind of simulation of a joy emotion. So we plan to use all this potential in activities with students, but unfortunately the COVID situation came out and we couldn't apply all of this, but we hope we will be able to apply all these activities as soon as possible.
Thank you so much, Alessandro. I really hope that you will also have the opportunity to apply them. Thank you for your presentation. Thank you. Et maintenant, on revient au français, du coup, avec notre prochain intervenant. Romain, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis là, je suis prêt. Top. Alors, je te laisse la parole. Alors, bonjour. Je vais vous parler de l'utilisation du robot Timio dans un regroupement d'enfants HPI. Alors, HPI, peut-être juste la définition, ça veut dire haut potentiel intellectuel. C'est des enfants qui ont un fonctionnement neurologique un peu particulier qui les conduit à avoir des aptitudes hors normes dans un certain domaine, mais surtout, ils perçoivent de manière très intense des émotions. Et ça peut tout à fait ne pas poser de problème, comme ça peut aussi mener à une grande souffrance avec l'impression d'être un peu différent des autres. Alors, dans le canton du Valais, en Suisse, nous avons un test, en fait c'est un espèce de projet pilote, je sais que ça existe aussi ailleurs, de regroupement, qui est une mesure qu'on prend pour des enfants qui ont déjà bénéficié de mesures classiques, comme des modalités pédagogiques ou l'intervention d'une enseignante ressource en classe, et puis donc, ces mesures-là n'ont pas apporté l'aide escomptée, on a besoin de faire un pas plus loin, alors on les regroupe. Et l'objectif de ces regroupements, en fait, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est un petit peu de faire une pause, passer un moment en dehors du regard de la classe, entre eux, et de ne plus être toujours en compétition. Aussi, d'augmenter la confiance en soi. Le but, c'était de réaliser un projet concret, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et aussi, et le plus important, je dirais, des objectifs qui sont visés par ce regroupement, c'est de modifier le rapport à l'échec, parce que ces enfants ont souvent tendance à croire qu'ils sont obligés de tout réussir. Et à ce moment-là, l'échec devient un problème. Et avec la robotique, avec la technique en général, mais spécifiquement avec la robotique, on saucissonne un problème ou un projet en toute une série de petites tâches, et chaque tâche est un problème, et en général, on tombe chaque fois sur un échec, parce qu'on réussit rarement du premier coup, donc on essaye, on se confronte à l'échec, on trouve une solution, on va comme ça de petits échecs en petits échecs, et finalement, l'échec devient naturel et continue. Et puis, c'est ça qui est, à mon avis, le plus intéressant. Alors, si je reviens maintenant, je vais vous partager mon écran pour vous présenter les différents ateliers que nous avons réalisés. Vous voyez l'écran, c'est bon? On voit ton écran, oui. On voit Okay. atelier réalisé de petits points. D'accord. Alors, nous avons, à partir de février 2020, commencé à travailler avec ce regroupement. Et évidemment qu'il y a la pandémie qui est un peu passée par là, mais ça ne nous a pas tellement gênés parce qu'on a pu assez rapidement reprendre à coup d'une demi-journée chaque 2 semaines avec ces enfants. On a utilisé le Timio, bien sûr, parce qu'on peut très rapidement rentrer dans son monde, mais on a également aussi utilisé la petite plateforme Microbit, qui est une espèce de micro-ordinateur qu'on peut programmer. Et puis, on a appris également aussi à faire du dessin 2D pour faire de la découpe laser. Alors, grâce à ces outils, l'idée, c'était de réaliser un projet, mais là, ce n'est pas nous qui sommes intervenus vers les enfants. On leur a dit, voilà, vous avez appris tous ces outils-là, allez-y, faites un projet que vous allez ensuite présenter à votre classe plus tard. Et la présentation en classe, donc, c'est le moment où les enfants retournent vers leur école et puis ils ont décidé de faire 2 choses. La première, c'est un défi pour les camarades. Et puis, la deuxième, c'est un mini-cours de programmation. Donc, on séparait la classe en 2. Une partie de la classe faisait le défi, je vous le présenterai plus tard. Et l'autre partie de la classe suivait un cours de programmation. Et puis après, on interversait pour que tout le monde ait droit à tout. Alors, le défi, il ressemblait à quelque chose comme ça, où on avait le Timio qui est caché là-dessous sous une boîte. Donc, les enfants avaient fabriqué une arène grâce à la découpeuse laser. Ils avaient aussi fabriqué une petite boîte dans laquelle il y avait tous les défis. Et les élèves de la classe piochaient une carte de défi et devaient ensuite le réaliser.
Alors, les défis, en général, partaient d'ici avec le Timio, et puis il fallait réaliser une tâche le long du labyrinthe et sortir par là. Un exemple de défi, c'est celui-là. Ils avaient fabriqué une bascule comme ça, et puis le Timio devait mettre la bascule en équilibre. Donc, les enfants pilotaient le Timio avec la télécommande, et voilà, défi réussi. Un autre exemple de défi, c'était aussi toujours avec la télécommande, de faire tomber tous les stabilobos qui se trouvaient sur l'arène. Et puis, il y avait un enfant qui chronométrait pour savoir l'équipe qui allait réaliser le défi le plus vite possible. Je vous montre un troisième exemple de défi. Alors, c'était la période juste avant Noël. Il fallait éviter les petites bougies de Noël qui brûlaient. Et puis là, il y a un microbit qui était inclus dans une petite construction. Il ne fallait surtout pas le toucher parce qu'il était très instable. Et s'il basculait en arrière, s'il était heurté par le Timio, il réagissait à ça et puis il allait faire une petite musique et puis une petite icône. Il affichait une icône comme quoi il n'était pas content. Voilà les exemples des défis. Donc ça, c'est une partie du retour en classe. Et l'autre partie, qui est encore plus intéressante à mon sens, c'est le mini-cours de programmation qui était donné par les élèves à leur père. Donc là, on a ces deux élèves-là qui font partie du regroupement. Le garçon n'intervient pas dans cette séquence, c'est la fille qui est là dans sa propre classe et elle vient donner le cours. Et là, c'était, à mon sens, le moment le plus difficile pour cette présentation. J'avais surtout pas envie que ces enfants arrivent dans leur classe un petit peu comme des geeks qui viennent présenter quelque chose d'incroyable que les autres ne comprennent pas. J'avais justement pas envie, ça aurait été très contre-productif. Et les enfants se sont comportés de manière admirable parce qu'ils ont pris une place de... Ils ne sont pas arrivés en « Monsieur, madame, je sais tout, je vais vous expliquer comment ça marche ». Et on va voir là, par exemple, l'interaction de la jeune fille qui a expliqué déjà un petit peu le VPL. Alors, je vous lance la vidéo et puis essayez de regarder les émotions et puis les interactions qui se passent entre les enfants. Voilà. Et donc celui-là, c'est pour avancer. Donc du coup, si j'appuie là, si vous appuyez sur celui de devant, il avance, celui de derrière, il recule. Oh là là, c'est magnifique. Est-ce que je peux faire pour aller à droite et à gauche? C'est aussi ça? Celui qui tourne à droite. Vous voyez, la grande fille là a fait la programmation et puis il y a une certaine fierté d'avoir réussi le défi. Et direct, elle relance derrière, elle remonte son intérêt et la fille du regroupement lui donne juste l'élément suivant pour passer plus loin. Et puis, elle prend sa juste place, elle ne vient pas expliquer en donneuse de leçons. Je vous montre une autre vidéo qui est encore presque plus intéressante, où vous avez le garçon assis, qui est un garçon qui faisait partie de mon regroupement, qui explique à des élèves de sa classe comment on programme Timio. Je déconseille de mettre les moteurs pleins parce qu'après il va un peu trop vite. Et puis là, faut faire la même chose. Alors, quelques instructions et ensuite il propose un défi. Quelqu'un veut faire? Moi je vous... Et donc après on fait là. Alors, de manière assez classique, c'est le garçon qui prend l'avantage sur les deux filles, qui observe. Il va faire un test de programmation. Et j'avance un petit peu pour vous montrer la suite. Donc, la programmation est correcte. Et ensuite, on lui propose une nouvelle tâche. Et là, vous avez vu la grande fille avec le pull jaune qui essaye d'interagir. Et puis, c'est une attitude souvent assez naturelle de la part des filles, spécialement quand il y a de la technique. Elle se retire et puis elle laisse la place. Et regardez l'attitude du garçon qui va non seulement lui ouvrir la porte, mais l'encourager à proposer sa solution. Et la solution est correcte. Après, un petit problème de clic, il faut l'aider. Et ça continue. Et maintenant, regardez la situation avec la fille en rose. Exactement la même attitude. Elle propose, mais elle se retire. Et de nouveau, le garçon va non seulement lui dire oui, on écoute ta solution, mais en plus, il va lui dire vu que c'est ta solution, vas-y, code-la.
Voilà, il encourage la fille alors que le garçon naturellement a envie de reprendre le contrôle. Et ça, à mon sens, c'était le plus riche des enseignements de tout ce travail. Et ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est que la classe, quand elle a accueilli ces enfants, alors elle ne connaissait pas forcément le projet. Elle savait pas, des fois, certains de ces élèves ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire le vendredi après-midi. Et puis, ils ont eu vraiment beaucoup de curiosité pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient découvrir. Ils ont posé des questions, ils ont voulu comprendre le fonctionnement du robot. Et puis surtout, ils ont vu avec des nouveaux yeux leurs camarades HPI. Et puis, ils les ont accueillis avec énormément de bienveillance. Et ça, à mon sens, c'était une grande réussite. Et puis, si je vais plus loin, je trouve que Timio a bien fonctionné. D'une part parce qu'il a pu être un petit peu le support des défis au milieu de cette arène, parce qu'avec sa télécommande, il était facile à utiliser, mais surtout parce qu'il a pu très facilement servir d'exemple pour un langage de programmation. Et puis ça, c'était juste une tâche qui convenait extrêmement bien. Et les enfants donc, ont pu s'approprier le projet. C'est eux qui ont construit tout ce qu'il y avait là. Si on veut aller un petit peu plus loin, je dirais que ça, c'était un projet pilote qui était réservé aux enfants de la ville de Sion. L'idée maintenant, ce serait peut-être de l'ouvrir à plus de personnes. Ça, c'est une question de discussion. Aussi, on va aller, peut-être que pour ceux qui connaissent, vous savez que les villages sont éloignés les uns des autres et puis ça pose certains problèmes de transport. Et également, c'est une de mes propositions, c'est de ne pas rester cantonné dans le domaine de la technique, mais d'ouvrir peut-être au sport, aux arts, à la nature, ou je ne sais quoi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Romain. C'était très intéressant. Merci pour la définition des élèves à HPI. Et puis aussi, j'ai trouvé intéressant de voir la proposition des défis émanant des élèves eux-mêmes. Merci beaucoup. Et puis du coup, on va passer à Céline. Céline, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Top! Alors, la parole est à toi. Oui, merci. Moi, je suis enseignante spécialisée à la Fondation de Verdeil. Donc, la Fondation de Verdeil, c'est une institution vaudoise d'enseignement spécialisé qui accueille des enfants et des adolescents, enfin, dans toute la scolarité, avec une déficience intellectuelle. Ils ont une déficience intellectuelle et d'autres troubles divers. Moi, j'ai une classe d'élèves qui ont entre 11 et 14 ans, ça dépend des années scolaires. Et je travaille avec Timio depuis 4 ans. Pour parler un peu de mes élèves, c'est souvent des élèves qui ont un parcours scolaire un peu chaotique, où il y a eu beaucoup d'échecs, et puis du coup qui ont une estime d'eux-mêmes qui est souvent assez basse quand ils arrivent chez nous. Et puis du coup, le travail scolaire de manière frontale, ce n'est pas quelque chose qui marche très bien avec eux, parce qu'ils mettent souvent les pieds au mur assez rapidement. Et donc, au début, j'ai décidé de travailler avec Timio sous forme d'atelier et je le fais toujours comme ça parce que du coup, on peut travailler plein de choses sans qu'au début, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils travaillent. C'est l'atelier Timio, c'est l'atelier robotique, ça va être le moment chouette de la semaine. Et puis, en fait, ils font plein d'apprentissages par ce biais-là. Et à la fin, ils se rendent bien compte qu'ils ont appris plein de choses. Hein. Mais voilà, c'est une entrée sur du travail qui est intéressante avec les élèves. Donc, je disais, je fais un atelier de 1 heure à 1 heure et demie par semaine pendant toute l'année scolaire de manière générale. Et puis, on commence toujours par une ou deux séances de découverte où les élèves ils sont assez libres. On leur propose le robot. Et puis là, ils peuvent explorer, ils peuvent le toucher, ils peuvent le manipuler. C'est l'avantage de Timio, c'est qu'il n'est pas fragile, donc on n'est pas tout le temps sur leur dos en leur disant « attention, attention, cassez le pas » ou quelque chose, voilà, des choses comme ça. Et puis, c'est aussi une phase qui est importante pour eux de juste explorer. Ensuite, on fait toujours une mise en commun de voir qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont appris. Et puis là...
on utilise un document que je vais vous montrer du coup, si je le trouve. Voilà. Que je n'ai pas inventé du tout, hein, que j'ai trouvé sur Robot for School, comme vous pouvez le voir. Et où il y a les couleurs des modes... Céline, oui. Céline, excuse-moi, je pense que vous partagez pour le moment juste une fenêtre, mais pas un écran entier. Du coup, nous ne voyons pas votre document ouvert. Ah, ok, pardon. Vous pouvez juste repartager, pas de souci. Comme ça? Non, repartagez l'écran et quand vous partagez l'écran, vous pouvez choisir la fenêtre du document. Oui, voilà. exactement, parfait. Voilà, pardon. Pas de souci. Donc, c'est une fiche que j'ai trouvée sur Robot for School où il y a les différentes couleurs des modes préprogrammés et puis une place pour écrire ou dessiner ce qu'ils ont observé et puis aussi pour annoter les timios sur ce qui change ou qu'est-ce qui se passe sur les timios. Donc ça, c'est un travail voilà, qui prend une séance, on fait un compte-rendu ensemble à la fin. Et puis, au niveau des compétences scolaires, eh ben, finalement, c'est le même travail que de faire un compte-rendu d'une expérience de science ou ce genre de choses, sauf que ben, c'est sur Timio. Donc là, déjà, on commence à voir qu'il y a en fait des liens avec des compétences scolaires que les élèves doivent acquérir. Ensuite, une fois que cette phase de découverte elle est faite, je leur propose souvent de passer à des défis que je n'ai pas inventés non plus, qui existent sur qu'on peut acheter sur via Zeba ou bien télécharger sur Internet. Voilà. Là, on voit cette fois-ci, j'espère. Oui, oui. Voilà. Bien. Donc, c'est les défis, voilà, comme ceci. Donc, là, les élèves peuvent lire ce qu'ils doivent faire. Il y a toujours le matériel nécessaire et puis ils doivent essayer de le réaliser. Les défis, ils sont de plusieurs niveaux. Au début, c'est des défis simplement sur les modes préprogrammés. Et ensuite, il y a des défis plus complexes où il faut programmer avec le logiciel VPL ou le logiciel Scratch. C'est égal. Au début, on utilise seulement les cartes défis pour les modes préprogrammés. Et puis là, à nouveau, les élèves utilisent plein de compétences scolaires finalement parce qu'il faut lire. Il faut savoir que mes élèves ne sont pas toujours des bons lecteurs. Donc, il faut commencer par lire, il faut comprendre la consigne, il faut récupérer le matériel nécessaire. Et puis ensuite, il y a le défi en lui-même où là, ils peuvent essayer par essai-erreur de réaliser le défi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Timio, c'est que le feedback, il ne vient pas de l'adulte en fait. C'est le robot qui va donner le feedback à l'élève soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Et puis, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi du fait que, de nouveau, on n'est pas tout le temps sur leur dos en disant « oui, là, tu as fait juste, non, tu as fait faux ». Là, ils essayent par eux-mêmes et puis c'est le robot qui donne ce feedback. Donc, ça, c'est aussi une étape qu'on fait chaque année avec eux. Et puis, après, on utilise le logiciel VPL pour programmer. Pourquoi celui-ci? Parce que justement, mes élèves ne sont pas tous des lecteurs. Il y a des lecteurs, mais voilà, pas forcément experts. Donc, ça permet d'avoir cette programmation par langage visuel. Et puis, pour ça, on fait une phase de découverte que je vais vous montrer là. Donc, ça, c'est simplement une capture d'écran de notre tableau blanc interactif. Où, en fait, on essaye juste de comprendre déjà comment fonctionne la programmation. C'est-à-dire quand moi, je fais quelque chose, Timio, il réalise une action. Et puis ça, c'est déjà une étape pas toute simple. Ils auraient l'impression que si j'appuie sur la flèche devant, forcément, Timio, il avance.
parce qu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà. Donc là, c'est comprendre ce fait que c'est moi qui dois, enfin, c'est moi ou c'est l'élève, hein, c'est nous en tant qu'humains qui devons faire quelque chose pour que Timio réalise une action. Et puis, ben, ça donne ce genre de choses. Oui. C'est une question. Pour le moment, nous voyons l'écran de Challenge Pack. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas ça là. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Oui. Voilà. Donc c'est la phase où quand je fais quelque chose, Timio réalise une action. C'est ça que je disais. Et puis ça donne ce genre de choses avec les élèves. Donc ils viennent mettre les petites images du VPL pour se familiariser avec. Ou quand je clique sur la flèche en bas, Timio recule, ou quand je claque des mains, Timio fait de la musique. Et puis là, c'est seulement en fait par oral et sans le robot, juste pour comprendre ce mécanisme-là. Et ensuite, évidemment qu'ils peuvent essayer de faire voilà, les actions, voir comment ça se fait avec le robot. Et puis, pour ça, j'ai du coup créé une petite fiche défi que je vais essayer de vous montrer. Si j'arrive. Voilà. Une petite fiche défi où, voilà, le premier, faire avancer Timio en tapant des mains. C'est tout simple. Les élèves ont le Timio, ils ont cette fiche-là, et puis ils peuvent essayer. Et quand ils ont réussi, ils peuvent cocher les boutons qu'ils ont utilisés et simplement marquer qu'ils ont réussi. Comme ça, ils sont assez autonomes aussi dans cette activité. Et puis, voilà, il y a plusieurs défis jusqu'au dernier où Timio fait de la musique quand il avance et s'allume en vert quand il recule. Donc là, ça devient un peu plus complexe parce qu'il faut comprendre qu'il y a vraiment plusieurs étapes différentes. Et puis, si on mélange tout, ben, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la découverte de VPL. Ça dure souvent sur plusieurs semaines, hein, le temps que les élèves se familiarisent avec. Et puis après, là, ça dépend un peu les envies des élèves. Souvent, on part sur des défis divers. Par exemple, cette année, on a trouvé sur Internet, c'est sur Roteco, hein, l'idée de faire un distributeur de gel hydroalcoolique. Et puis, du coup, on a créé ça ensemble et puis on l'a mis à l'entrée de l'école pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc ça, c'est des défis ensuite qu'on peut réaliser. Donc là, il faut déjà avoir compris la programmation, justement, et puis il y a aussi toute une étape de construction. Et puis, voilà. Et chaque année, je leur propose, ils ont le choix, mais pour l'instant, ils ne m'ont jamais dit non, c'est de transmettre ce qu'ils ont appris à d'autres. Donc là, ça rejoint ce que fait Romain Reduit, j'ai entendu. Donc, c'est transmettre à d'autres ce qu'ils font. On est allé à plein d'endroits différents. Si je vous montre notre site Internet, je ne suis vraiment pas là. Si je vous montre notre site Internet, ça c'est le blog de l'école. C'est les élèves qui ont créé cette page pour expliquer ce qu'on fait justement avec le robot. Et puis, il y a un article sur le partage d'expérience. Et puis là, on peut voir qu'ils ont été dans diverses écoles. Donc là, par exemple, je crois que c'est une autre classe une autre école de la Fondation de Verdeil. Là aussi. J'expliquerai un peu les activités après. Hein. Et puis, il y a, on a été aussi,
Je ne sais pas si on les voit sur ces photos. Là, c'est une classe ordinaire qui est venue dans notre école pour découvrir le robot. Donc, ça permet aussi des échanges entre l'institution et les classes ordinaires de la même ville par Timio, en fait. Donc là, c'est toujours le cas. Là, c'est une autre classe de l'école, simplement, des plus jeunes. Et puis là, c'est une classe enfantine aussi de l'école ordinaire. Donc, les élèves, ils préparent toujours une petite présentation de justement qu'est-ce que c'est Timio, d'où il vient, comment on peut le programmer, etc. Donc là, c'est tout un travail de littératie, hein, de production écrite, production orale, rédaction, enfin, lecture, tout ça. Et puis, ensuite, ils préparent toujours un jeu aussi pour leur montrer comment fonctionner. Donc là, par exemple, c'est le jeu de l'évasion dangereuse où Timio doit... ça, c'est un Timio prisonnier qui est dans sa cellule. Et ça, c'est un Timio gardien de prison. Et puis, Timio doit sortir le prisonnier doit sortir de la prison sans se faire détecter par le gardien de prison. Parce qu'autrement, ça sonne, enfin, ça fait une alarme. Donc là, il y a une phase de construction. Là, c'est simplement des capes-là, mais on pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus complexe, hein. C'est juste que là, on se déplaçait, donc on devait avoir quelque chose qui était portable. Et puis après, le policier, soit on trouve la programmation déjà faite sur Internet, soit avec certains élèves, on l'a réalisé en fait. Donc de programmer le policier pour qu'il sonne quand quelqu'un lui passe devant. Voilà, ça c'est une activité qu'on a fait. Ça c'est une activité aussi qui existe sur Internet avec un parcours. Et puis voilà, ça c'est de nouveau l'évasion dangereuse. Ces transmissions de connaissances à d'autres classes, elles apportent énormément de compétences scolaires, comme je disais, hein, tout ce qui est littératie, production, l'oral, et voilà. Mais aussi, ce qui est très important pour mes élèves, c'est que ça valorise énormément leurs compétences. Une fois, ils deviennent les experts de quelque chose et ils vont montrer à d'autres. Et ça, sur l'estime d'eux-mêmes dont je parlais au tout début, eh ben, c'est hyper important. Et on voit que ça fonctionne, ça a des résultats. Il y a aussi, bien sûr, toutes les compétences de collaboration entre eux, de communication pour parler à d'autres, aussi d'adaptation. On ne parle pas de la même manière à des classes enfantines qu'à des adultes, par exemple. Et puis, du coup, voilà, ça permet tout un travail d'adaptation. Donc, voilà un petit peu le travail que je fais avec les élèves autour du robot Timio. Merci beaucoup, Céline, de ta intervention. En tout cas, toutes les présentations, on entend beaucoup de connaissances transversales, tout ce qui est autonomie, valorisation de l'enfant. Sarah, je pense que tu as accueilli un certain nombre de questions. Je te laisse peut-être poser les questions à nos intervenants. Et n'hésitez pas à tous les autres à écrire toutes vos questions sur le chat. Ou même à lever la main et dire je vais intervenir à la fin. En fait, on aura même un petit moment peut-être pour des interventions directes. Si vous voulez, n'hésitez pas à poser vos questions directement, à lever la main à travers Zoom et on va vous donner après la parole. Moi, j'ai reçu pas mal de questions en privé, mais il y a aussi des questions qui étaient posées à tout le monde, mais que voilà, tout le monde peut voir. La première, c'est en fait pour Antonio. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce que dans la verbalisation des activités avec tes enfants, en fait, est-ce que tu inclus aussi des langages tels que capteurs, algorithmes, etc. ou c'est quelque chose, en fait, de trop difficile pour eux à comprendre? Voilà, donc c'est surtout ce qu'on a trouvé avec justement la robotique, tout ce qui est ces matériels-là,
ces enfants, ils savent que les écoles, d'autres enfants, ils sont en train aussi d'apprendre, donc ils s'entendent, ils savent que Timio, c'est quelque chose qui est connu dans les milieux des enfants. Donc, ils disent, voilà, moi ou non, on va utiliser cet outil, mais laissez-moi faire. Donc, ces enfants, on les laisse ces appareils-là et ils viennent après à nous montrer, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai inventé. Donc, tout de suite, on accueille ces informations, ce partage et on les note sans faire besoin de les valoriser, mais par contre, on les dit, voilà, ça c'est intéressant et ça m'apprend à moi quelque chose. Et ces enfants, ils vont toujours pouvoir revenir à chaque fois, nous montrer, nous partager. On voit semaine à semaine qu'ils ont trouvé une combine à eux de nous montrer. Chose qui n'était pas avant. Avant, nous l'adulte, on a la tendance à dire, voilà, il faut faire ça, ça et ça, ou essayer ça, ça et ça. Et nous, on trouve qu'avec un outil comme Timio, c'est un outil qui n'est pas fermé, que c'est un peu ouvert, qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, l'enfant, il peut revenir plusieurs fois et nous partager et ce qu'ils disent qu'ils s'inventent. Donc, ils vont à chaque fois revenir et sentir eux-mêmes qu'ils sont comme une découverte. Et donc, on évite justement l'addition d'informations. On va juste les laisser et attendre et accueillir. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, de voir comment ces enfants, on les laisse dans ces énormes difficultés. C'est une difficulté qu'on essaye nous-mêmes de les laisser dans un sort entre guillemets, d'un vide. Voilà, ok, vous voulez travailler ensemble, vous voulez nous montrer, on est d'accord de vous écouter. Et c'est une manière de faire que c'est assez intéressant parce que de moment qu'ils viennent avec ça, eux-mêmes, j'avais entendu aussi dire tout à l'heure qu'ils se sentent qu'ils veulent le partager avec d'autres enfants. Et ça nous arrive à nous aussi. Ils se sont dit, voilà, ça c'est quelque chose qui s'était bien réussi. C'est eux-mêmes qui se sont dit qu'ils ont bien réussi et est-ce qu'ils sentent qu'ils sont bien réussis et le partagent avec d'autres. Donc, nous, on ne va pas rajouter d'autres difficultés, type algorithmes, des choses comme ça. Non, on ne le fait pas. On attend que ça vienne d'eux, que c'est eux qui vont produire soit les questionnaires, soit les images, soit les difficultés, soit cet enfant-là, il nous partageait cette manière de vouloir construire un village. Il continue à le faire, cette manière de construire son village. Lui, il va à son rythme. Et nous, c'est nous qui recevons ces informations. Oui, mais en fait, c'est très bien. Déjà, comme disait déjà Céline, qu'eux, ils arrivent eux-mêmes en fait, à expliquer les choses qu'ils font à travers vraiment la démarche scientifique au final. C'est que tous les autres enfants font. Donc, c'est aussi une façon de mettre vraiment les enfants tous au même niveau dans ces côtés-là. Oui. Mais merci beaucoup pour ta réponse, Antonio. J'ai aussi une autre petite question, en fait, toujours sur ces types d'activités inclusives qui peut être en fait posées à Antonio, Romain ou même Céline. En fait, il y a un monsieur, un prof probablement, qui nous demande, nous échangeons beaucoup autour des élèves et leur attitude, c'est normal en fait. Mais est-ce qu'il y a un retour aussi de leurs parents sur le travail que leurs enfants ont réalisé? Romain, s'il te plaît. Oui, merci. Alors effectivement, ça fait partie de l'évaluation de notre regroupement, savoir qu'est-ce que les parents ont ressenti. Et puis alors, les retours sont incroyables. Vraiment, j'ai une maman qui m'a dit ça change la vie de mon enfant. La semaine où je sais qu'il y a ce regroupement en fin de semaine, toute la semaine est plus facile, tout est plus léger parce qu'il y a cette bulle d'oxygène à la fin. Et puis là, je vais vous lire un témoignage d'une maman aussi qui dit alors, donner une chance à des enfants très doués, mais parfois incompris car hors normes, on manque de confiance en eux car se sentant différents, de pouvoir prendre confiance de leur grande capacité grâce à un accompagnement ludique et bienveillant. L'idée d'utiliser le robot Timio est formidable car non seulement les enfants apprennent en s'amusant, mais en plus, ça change notre regard sur ces petits intellectuels qui sont et restent avant tout des enfants.
leur présentation de ces ateliers dans les classes avec Timio a justement changé cette image d'eux auprès de leurs camarades, prouvant qu'ils n'étaient peut-être pas si différents. Voilà. C'est très bien comme retour. Donc, voilà, c'est un bon retour des parents surtout qui ont, comme tu as dit toi, Romain, un moment d'air, surtout pour respirer. Ils sont beaucoup plus à l'aise pendant toute la semaine. Et ça, voilà, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Et ça me fait vraiment du bien aussi l'entendre à moi-même. I have right now another question for Alessandro. So, on va maintenant switcher un peu en anglais. Donc, je vais poser une question qui a été faite, en fait, qui a été posée en français, si je la retrouve. Juste un moment, c'était sur la présentation, en fait, d'Alessandro. Et c'était par rapport au type de programmation utilisée. Donc, alors, la question c'est, est-ce que c'est les projets... attendez juste un instant, j'ai perdu la question. It was about if the language I was showing was part of Blockly or VPL or for Timio. Exactly, Alessandro, you already know the question. You already read in French, so you can reply. Yes. So no, we use the Snap. I'm gonna show you this example. Snap is visual programming language developed by the Berkeley University. It's like a cousin of Scratch. For those who may not know, this is a MIT Scratch programming language, and then the Berkeley University developed the Snap. It's slightly different, but they are very, very close. And I use Snap because it's very easily customizable, and I am very fond of and used to creating extensions with Snap. So Snap allowed me to create extension for the Timio, like set the motor power, stop motors, play Timio sound, tell me if the forward button is pressed, tell me if there is an obstacle in front of me, in front of the Timio, tell me if it's inclined on the right or left, up, down, and so on. And then I can combine all these blocks with other Snap extensions. In this case, are extensions that interact with the Watson services, so AI services from IBM. And here, all the blocks are in Italian, but I can translate it like speak, so text to speech. This is speech recognition, so it tells me what is recognizing the words he recognizes in my voice through the computer microphone. So we interact with the computer and both with the computer and the Timio. And so on, I can train intents with word or sentences examples and so on. And then I can combine those two extensions, for example, in a script like this, where he will wait to recognize a certain intent, like greetings or appreciations. And then he will answer with thank you, and the Timio will move to simulate an emotion.
So I couldn't use VPL or Blockly because I needed to have both the extensions in one script, and I could do it easily with Snap. Okay, thank you, Alessandro. Another question that I had for you is, so your project is supposed to be for kids, for inclusion with kids. So you didn't still deploy it because of COVID reason, but do you think you will deploy as well with other kids like college or even secondary schools or? Yes, we already we have already done similar activities with other robotic kids, and we are looking forward to use the Timio and these activities I presented with a broader range of students. So it can, I think it could go from the high elementary schools, so like 4th or 5th years of primary school, and to middle school, and then also high school. Yeah, thanks a lot for this sharing. Actually, we would like to see as well when we will be deployed and the reaction and so on. If you will, I mean, if you would like to share with us, it would be really nice at the end. I will share it on the Roteco platform. That's great. That's great. So, je vais réchanger, je vais parler en français. J'ai vu aussi des questions par rapport à des activités. Pour les activités, n'hésitez pas à vous inscrire sur Roteco. C'est une plateforme pour les teachers, mais aussi pour les éducateurs ou même pour les gens qui sont intéressés à la robotique éducative. Et il y a plein d'activités qui sont pas seulement sur Timio, mais sur des autres robots, des activités unplugged. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est gratuit et c'est pour vous. C'est vraiment un partage entre enseignants. J'ai eu aussi une autre petite question que ça revient souvent, donc avec l'aide d'Evgenia. Ils nous ont demandé plusieurs professeurs que ça serait bien en fait d'avoir l'explication de tous les boutons des VPL. Donc, l'explication de tous nos boutons VPL, on a sur les nouveaux VPL qui s'appelle VPL 3. Si vous téléchargez sur notre site internet www.timio.org, en fait, vous pouvez voir qu'il y aura un nouveau Timio Suite, donc notre logiciel, vous pouvez télécharger gratuitement. Et là-dedans, il y a aussi VPL 3. Et dans VPL 3, il y a une icône où on peut voir tous les boutons expliqués. Donc, Evgenia, si tu peux partager ton écran et nous faire une petite démo. Oui, j'en essaierai. Alors, normalement, vous voyez déjà Timio Suite lancé sur mon ordi. Alors, je choisis, et de plus, non, Timio Suite est là. Alors, je choisis VPL 3. On se connecte au robot local. Et vous pouvez voir que le programme VPL 3 vient de se charger. Ici, nous avons des icônes différentes. Pour voir leur explication, il vous suffit de cliquer sur ce signe, comme ça, et vous allez voir l'explication de toutes les icônes qui sont activées maintenant sur votre plan de travail. Il est aussi également possible d'ajouter des nouvelles icônes, par exemple ça. Et dès que c'est fait, quand vous cliquez de nouveau sur le bouton ici, l'explication sur ces boutons que vous venez de choisir, ils seront rajoutés automatiquement. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Evgenia. Merci pour ce partage et pour m'avoir aidé à partager l'information parce que c'est vrai que pas tout le monde sait encore des VPL 3 ou ils ont déjà utilisé VPL 3, mais voilà, c'est inclus dans notre nouvelle release. Donc, maintenant, moi j'ai terminé quand même les questions, ou même si j'ai laissé quelques questions de côté,
vous pouvez prendre la parole vous-même et même poser des questions à nos intervenants. Et, ou même si nos speakers, ils ont des questions à se poser entre eux. Ah voilà, il y a une personne qui veut prendre la parole, Karim. Karim, tu peux parler, tu peux allumer ton micro. Bonjour, tu m'entends, Sarah? Oui, je vous entends. Désolé pour l'interruption, mais j'ai une question à propos que j'ai des problèmes de téléversement vers Timio, avec 2 Timio. J'ai pas compris. Des téléversements des nouveaux programmes, de nouveaux fonctionnements. Des téléchargements? Oui, c'est ça. Alors, pour ça, en fait, je vais vous donner notre email. Comme ça, je vais vous répondre directement par email. Si vous avez des soucis, en fait, on a un email qui s'appelle support. Je vais vous marquer dans les chats. support@nobsia.org. Je l'ai vu. Merci beaucoup, Sarah. De rien. Comme ça, vous pouvez m'écrire vos problèmes, vos soucis avec les téléchargements et on essaiera de les résoudre. Est-ce qu'il y a possibilité de flasher, d'avoir un flash pour Timio, c'est-à-dire réinitialiser les fonctions de Timio? Oui, il y a aussi la possibilité de faire ça, mais c'est c'est quand même une chose que normalement on ne recommande pas parce que ça va quand même effacer toutes les programmations. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Sarah, j'ose donner une information avant que les gens ils commencent à se déconnecter. Je vais juste partager mon écran pour vous montrer le concours qu'on organise. Et vous êtes le public cible, donc j'espère que vous pourrez participer. Est-ce que vous voyez le concours, ma page Roteco? Top. OK, donc je veux tous vous inviter à participer à ce concours. Donc, il est organisé durant le mois de mars, avril, mai jusqu'au 30 juin. Et il a été organisé grâce à l'aide du CELSIPS, de la Fondation Verdaille, de Digital Kids et des Educatech qui sponsorisent nos prix. Et en fait, le but, c'est qu'on a des ressources sur Roteco et on aimerait avoir un feedback des enseignants du spécialisé qui les testent avec leurs élèves. Donc, la proposition est la suivante. Donc, on a choisi 4 activités, donc une sans écran, une activité débranchée, une activité avec Timio, une avec Ozobot ou avec Bluebot. Ensuite, il faut la réaliser avec vos élèves. Nous laisser un commentaire sous l'activité en expliquant dans quel contexte vous avez fait l'activité, votre expérience et vos conseils pour la développer avec votre public cible. Et une autre alternative de participation, c'est peut-être que vous avez déjà créé vos propres activités, d'accord? Et du coup, vous pouvez les téléverser en mettant juste le titre « Concours Printemps Roteco ». Comme ça, on sait que vous avez participé. Par exemple, Céline, j'ai vu que tu as fait des fiches défis. Du coup, tu peux déjà participer au concours juste en les mettant à disposition des enseignants. Donc voilà, je voulais vous proposer de participer et puis il y a des chouettes prix à gagner comme par exemple un prix Widoo, un robot Widoo ou un code Hiroki ou un Speak Prime. Donc voilà, vous n'avez rien à perdre et puis à gagner plein de prix. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Donc voilà pour la petite annonce. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Non. Il y a une personne, en fait, Madame Chiana Marion, qui écrit dans les chats si on a des activités pour des enfants qui ont des troubles dyspasiques. J'ai bien lu, oui, dyspasiques. Romain, toi, tu as déjà fait des activités? Alors, je n'ai rien fait de particulier pour ces enfants. Moi, si j'ose répondre. Bien sûr. Mes élèves ont souvent des troubles dysphasie, donc tout ce que j'ai présenté, c'est possible.
avec des fois des adaptations par rapport à la communication, mais toutes les activités sont réalisables. Céline, j'ose te demander du coup, tu sais que tu as montré une petite fiche que tu as créée toi-même avec justement cette façon de faciliter c'était les fiches défis. Peut-être que tu peux partager sur Otecom, comme ça, elle peut avoir accès justement à tes fiches. Oui, volontiers. Merci beaucoup, Céline. Allô? Oui. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces présentations. Je voulais poser une question. Vous êtes situés où géographiquement, toutes les personnes qui parlent? Parce que moi, par exemple, je suis en Île-de-France et j'interviens dans les écoles primaires et je croise beaucoup d'éducateurs spécialisés dans toutes les écoles dans lesquelles j'interviens. Et moi, je fais du codage et la robotique dans leur école. Avec les classes, enfin pas avec les enfants que eux ont en particulier. Mais peut-être que pour eux, tout ce que vous avez dit, ça pourrait être intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant que ça existe. Parce que moi, par exemple, je vais chez eux, jamais ils me demandent des choses particulières pour leurs élèves. Maintenant, je vois ça, peut-être que je les mettrai en place, mais ça serait intéressant qu'ils soient au courant. Enfin, je ne sais pas d'où vous venez, vous. Je ne sais pas si vous voulez répondre en fait vous-même. Alors, Romain Reduit, il fait partie des espaces des inventions en Suisse. Il est basé en Suisse. D'accord. Antonio aussi. Donc, Antonio, tu peux prendre parole aussi. D'où tu viens, c'est... Voilà, personne qui est en France. Suisse, Lausanne directement. Donc, le mot sur Lausanne, c'est une institution pour des adolescents. Et Céline? Tu as les micros? Voilà. Et moi, donc, je suis en Suisse aussi, dans le canton de Vaud, à Payerne. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'activités qui se passent aussi en France. Si vous voulez, je vais vous donner aussi un contact direct des profs et aussi un formateur qui fait des activités pour les enfants avec des difficultés qui se trouvent en France. Et exactement, il est basé à Bordeaux, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, je vais écrire mon email dans les chats. Peut-être pour complémenter la réponse, donc là, on a expliqué d'où viennent les speakers, mais notre communauté, elle est un peu partout. C'est-à-dire là, par exemple, durant ce webinaire, on a eu des gens qui viennent du Maroc, de la France, un peu de partout. Donc, en fait, on vise justement les enseignants qui viennent de partout. Donc, par exemple, ce webinaire-là, il est ouvert à tous et à toutes. Donc, par exemple, si tu connais des gens qui pourraient éventuellement être intéressés par les webinaires ou les ressources, nous te serons très reconnaissants de transmettre le message aux enseignants que tu connais, tu vois, si tu penses que ça peut les intéresser. Ah oui, c'est sûr. Ben moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que si c'est possible, le webinaire, leur envoyer par mail la vidéo pour qu'ils puissent le voir et ils verront par eux-mêmes tout ce que vous avez montré. Je pense que ça les intéresserait énormément. Tout à fait. Et puis dis-toi qu'on a aussi une newsletter où on met des activités, où on publie les activités du mois, on communique les événements. Là, on essaie de faire pas mal d'événements en ligne justement pour qu'on puisse tous participer et c'est beaucoup plus facile vu la situation. Il y a aussi des formations qui se passent en ligne, donc tu peux te connecter depuis n'importe où du monde entier. En plusieurs langues en plus. Par exemple, je pensais au MOOC Timio qui est en français et en allemand maintenant. Donc oui, n'hésite pas à partager avec tes enseignants tes connaissances. J'aimerais bien rajouter aussi, en fait, un monsieur vient d'écrire dans les chats qu'il y a les réseaux Canopé qui ont plein d'activités de ce genre pour ce genre de projets, en fait, pour l'inclusion. Oui, je suis avec eux, je fonctionne beaucoup avec eux, effectivement. Mais sur le terrain, après, ça ne se voit pas beaucoup. Enfin, moi, je le vois. Moi, je suis en école privée. Je travaille que dans les écoles privées. Peut-être qu'il y en a moins sur cet établissement, je ne sais pas, mais je suis dans une quinzaine d'établissements et j'en vois pas du tout. Mais en tout cas, moi, de mon côté, si vous pouvez m'écrire un message par mail, moi, je vais vous donner les contacts que j'ai en France. Je vais faire ça. Merci. Et dernière question, le concours de Sophia, c'est ça? C'est Sophia qui nous a présenté le concours? De Roteco, oui, c'est le concours qu'on organise. C'est pour quel public du coup? Alors, c'est pour des élèves du spécialisé de 4 ans à 20 ans. Donc, ça peut être des petits comme ça peut être aussi des ados, tu vois.
Et puis, c'est tous qui ont des problèmes dans l'apprentissage, donc que ce soit des troubles visuels, de l'ouïe. Désolée, je n'ai pas le langage verbal pour ça, mais voilà, c'est tous les élèves qui peuvent avoir des difficultés scolaires. D'accord, ok, très bien. Merci. Ouais. Et si jamais, c'est bien écrit et bien expliqué sur le concours. Là, j'ai employé les mauvais termes pour expliquer ça, mais je sais qu'on a bien expliqué ça. Je vais voir direct. Voilà, regarde, avec des difficultés et des handicaps qui entravent le développement, déficience intellectuelle, visuelle, auditive, troubles du comportement et ou de l'apprentissage. D'accord. Voilà. Merci. Top. Bah, écoute, Sarah, je voulais vraiment remercier nos intervenants. Merci beaucoup, Céline, Antonio, Alessandro et Romain, de nous avoir accordé du temps parce que je sais que ça prend du temps de se préparer et ensuite, on a un petit peu débordé sur le temps. Merci encore. Et merci à tous nos participants. Ça fait toujours chaud au cœur de vous voir en ligne. On était plus de 90 aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et puis, on vous tient au courant pour le prochain webinaire. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et on va mettre la rediffusion du webinaire sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Merci encore. Merci a nos speaker. Grazie mille Alessandro di aver partecipato, anche se in inglese. Thank you to everyone. Grazie a voi.